Le grand matin IT Sud Radio. La petite philo de l'été. Vincent Cespedes. C'est l'heure de la petite philo de l'été. Ce matin, nous allons parler d'échange et de partage. Échange d'appartements, partage de blablacar pour des vacances sympas et pas chères. Alors, est-ce une nouvelle façon de vivre ou un business du partage qui profite aussi largement de la crise? Pour en parler, mon invité, comme à chaque fois, c'est Vincent Cespedes. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence. Je rappelle que vous êtes philosophe-écrivain, un philosophe ultra connecté à la vraie vie, aussi bien à ce qui a pu se passer sur le mouvement des ronds-points que sur les fameuses plateformes d'échange. Le philosophe a besoin d'ailleurs de se nourrir de toutes ces mutations aussi. Oui, c'est fondamental et un de nos maîtres, pour le coup, c'est Michel Serres qui nous a quittés récemment et qui était émerveillé par la technologie et avec un discours tout à fait subtil et nuancé. Alors que vous inspire toutes ces plateformes d'échange, de blablacar, de partage, d'échange d'appart ou autre? Est-ce que vous y voyez franchement une nouvelle philosophie de vie de nous, là, voilà, ou aussi un business tous ensemble, soi-disant, qui profite aussi de la crise malgré tout? Moi, je viens d'une génération née dans les années 70, après les 30 Glorieuses, où nos parents nous disaient, sortant de 68, tu ne jouiras pas autant que nous. On a le monopole du bonheur, tu pourras jamais nous égaler dans tes petites luttes. Ah, ils disaient ça, oui. Non, mais ils nous le faisaient comprendre. Ouais. Et puis, on nous disait vraiment que l'avenir, avec le sida, le chômage structurel de masse, ça va être galère. Voilà. Et on a eu comme nourrice la télévision, avec peu de chaînes. Et alors ça, c'est bien, ça a soudé ma génération. Si je commence à chanter des génériques de dessins animés, voilà, je pense que tout le monde les connaît. Mais à part ça, finalement, on était dans un individualisme. Et certains intellectuels ont parlé même d'hyper-individualisme. Eh bien, la société de partage qui s'esquisse, de toute façon, une chose est sûre, on ne peut plus parler d'hyper-individualisme. C'est autre chose. Alors je ne dis pas que le partage est sincère tout le temps. On le sait bien que l'économie du partage recèle d'autres formes de précarisation, une insécurité grandissante, beaucoup de cynisme et puis des contournements des impôts et autres. Donc on sait très bien que c'est complexe, mais en tout cas on ne peut plus dire qu'on est dans l'individualisme. La touche partage des réseaux sociaux ont dépassé l'individualisme. Alors on est aussi dans quelque chose de l'ordre d'une solitude existentielle que l'on subit de plein fouet. Et donc, j'appelle ça un co-individualisme. C'est pas mal. C'est le paradoxe. Voilà. Donc, on est tous ensemble, on partage, on peut échanger en veux-tu, en voilà, mais seul, avec ce sentiment aussi que le partage ne dépasse pas le corps et reste quelque chose de numérique. Et justement, on parle souvent de la génération communauté. Les plus jeunes, eux, sont vraiment... ils sont pas de notre génération, les générations biberonnées dans les années 80 ou autres. Pour eux, c'est un réflexe assez naturel que de partager, de ne pas être dans la propriété privée, j'ai envie de dire. Ma voiture, c'est aussi la tienne. Ma maison, elle s'ouvre aussi à toi. Ou là, on est un peu aussi dans une caricature générationnelle. Ah non, c'est réel. Il y a l'idée, en fait, ça s'appelle le système D. Mais sauf que le système D, en même temps, c'est pas nouveau. Ouais. Il y a la précarisation. Les jeunes, c'est très dur d'être jeune en 2019. Et donc, du coup, il y a de l'entraide. Les réseaux sociaux permettent cette entraide-là. La nouveauté, c'est pas tellement le système D qui a toujours existé. La nouveauté, c'est que le système D utilise un nouveau canal, le canal numérique, pour pouvoir se mettre en place. Et ça donne des choses totalement fabuleuses. Ça donne même, je dirais, une autre forme d'intelligence. On n'est plus dans l'intelligence individuelle. Je vais à l'école, je connais des choses et je me débrouille parce que j'ai appris. On n'est plus dans l'intelligence collective. On se met ensemble, on brainstorm et on peut créer quelque chose. On est dans une intelligence connective. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et les jeunes, ce sont un peu nos maîtres en intelligence connective. Ils ont une débrouillardise numérique exceptionnelle. Et on peut qu'admirer ça. On ne sait pas où ça va, mais en tout cas, ça avance. Et en plus, il y a de l'humour dans tout ça. L'humour, vous le voyez où, l'humour ? L'humour, dans ces partages-là, il y a d'abord le partage commun de la vie dans sa banalité. Ils sont capables d'autocritique, d'autodérision. Ils se font vanner souvent dès qu'ils partagent. Et donc, il y a une sorte d'autodérision qui vient que ma génération n'a pas vraiment connue. Nos vannes, entre nous, à l'époque, étaient assez acerbes et assez dures. C'était une relation de pouvoir. Aujourd'hui, les vannes, c'est presque une façon de respirer. Ils se chambrent en veux-tu, en voilà. Ouais, c'est pas faux. Ouais, je le vois comme ça. Vous parliez de co ouvert sur l'autre. C'est quoi votre
Co-individualisme. Co-individualisme. On parle aussi beaucoup de coworking. Bon, là, c'est l'été, on va pas parler encore de vacances, mais ce phénomène, justement, des espaces partagés pour travailler, qu'est-ce que ça dit? Alors, souvent dans les grandes villes, certainement un sentiment de solitude aussi, de se retrouver seul à bosser chez soi. Peut-être qu'on atteint les limites aussi du télétravail, par exemple. Exactement. Ouais. Non, il y a une vraie appétence à partager même des moments de vie, comme dans le coworking, le moment du repas, les petits mais il échanges. faut payer. N'empêche qu'il faut quand même aller payer une heure de sûr. location. Non, mais ça paraît dingue de dire qu'on paye pour aller bosser. Tout ça pour avoir un petit décor un peu merdique, souvent d'open space. Avec, oui, bien sûr. Il y a tout à réinventer au niveau du travail. Les technologies peuvent nous y aider. Moi, je pense vraiment. Moi, je suis optimiste. Je parlais de Michel Serres qui l'était. Faut un optimisme lucide. Faut pas être béat, mais il y a vraiment des choses très intéressantes. De toute façon, l'idée d'un bureau et d'un lieu de travail, c'est déjà has-been à l'heure d'Internet. Je veux dire, la plupart du temps, dès qu'on peut créer quelque chose, on peut le créer à travers du numérique. Moi-même, j'ai créé quelque chose où ma collaboratrice est au Vietnam et on communique tous les jours avec les technologies et ça marche très bien. Donc, il est tout à fait possible de réinventer l'organisation même du travail, la répartition des tâches à travers des choses où le lieu proprement dit de la rencontre, finalement, est accessoire. Donc, le coworking, c'est l'idée que je travaille connecté virtuellement avec d'autres personnes et je suis entouré d'autres personnes qui sont connectées virtuellement, pas forcément mes collaborateurs. Oui, c'est vrai. Mais tout en ayant le besoin, malgré tout, d'avoir quelqu'un à côté avec qui parler quand même en vrai, quoi. Oui, mais il y a aussi une grande chose importante, c'est l'idée que le déclic, la petite idée qui fera la différence, l'inspiration, ça vient aussi de l'échange banal. Il faut pas du tout se mettre autour de la table en disant le thème du jour c'est ça, on va trouver la meilleure idée. La meilleure idée, elle vient toujours d'une discussion confrontée à ce qu'on appelle de la transdisciplinarité. C'est-à-dire que je discute avec un médecin, moi je suis dans le textile et il se peut que le médecin me raconte une dernière découverte qui va m'aider pour mon textile. Et donc on a besoin que les univers deviennent de plus en plus poreux les uns avec les autres. Et le coworking permet ça. Et d'ailleurs, ce qui est très riche, c'est d'avoir des secteurs d'activité totalement différents. Et quand ça se rencontre à la cantine, ça peut faire des étincelles. Ouais, à la cantine, aux elfes. Ouais. Le philosophe, il philosophe où alors son coworking à lui, sur les terrasses Partout. J'ai cette chance de voyager beaucoup. Il y a cette part de solitude liée au voyage. Et moi, j'essaie d'expérimenter des communautés différentes dans des aventures. Donc, je me suis vraiment emparé des réseaux sociaux, notamment avec les Facebook Live, pour faire le premier jeu de rôle philosophique, mais jeu de rôle connecté en vidéo live, Prima Joke en 2016. J'ai fait des agora vidéo, plus de 200 ou 300 agora vidéo, donc où je philosophe avec des gens connectés dans le monde entier à travers les lives. Et là, j'expérimente. Et des gens qui ne sont pas forcément des philosophes. Bien sûr, mais pour moi, les gens qui ne sont pas philosophes le deviennent très vite. D'ailleurs, ce que l'on fait, j'espère que ça inspire tout le monde. C'est quoi la philosophie? C'est essayer de prendre du recul sur la vie, de comprendre, d'avoir une vision un peu systémique des choses et d'essayer de se dire que les réponses que je me donne ne sont que des questions dont je n'ai pas encore trouvé le point d'interrogation. C'est croire au point d'interrogation, la philosophie. Et ça, beaucoup de gens ont la gourmandise du point d'interrogation. Oui, et puis beaucoup d'autres sont plutôt dans le point d'exclamation et les certitudes. Ça, c'est pas la philo, on est d'accord. C'est pas la philo. Donc vous, c'est la philo connectée, le tous ensemble, le partage. On peut la trouver aussi sur tous ces réseaux-là. C'est pas une vision bisounours, parce que souvent certains... Bien sûr, ça crée des vraies amitiés. Je pense qu'un tiers de mes amis profonds actuels, c'est vraiment des amis qui ont commencé dans des aventures comme ça, virtuelles et digitales. Et après, on a envie de se rencontrer. Je vais vous le dire très simplement, il y a deux zones dans la vie. Il y a la zone affective, celle du cœur, et la zone effective, celle on est dans la même ville, on est dans le même lieu. Si on développe des choses dans la zone affective, la zone du cœur, on a envie de se rencontrer. Et donc, la zone affective, elle peut exister avec du coworking, avec du télétravail. Elle peut exister à travers l'écran. Mais à un moment, on a envie de se voir dans la vraie vie. Et inversement... Sans avoir forcément besoin d'une appli de rencontre pour se repérer. Mais inversement, on peut aussi se rencontrer dans la vraie vie. On aura envie de se rencontrer aussi sur les réseaux. Donne-moi ton Facebook. Tiens, on continue la discussion sur WhatsApp, etc. Et donc, la zone affective a tendance à devenir une zone effective et la zone effective a tendance à devenir une zone affective. C'est-à-dire qu'en fait, le réel et le virtuel
virtuel s'imbrique. Ça, j'appelle ça la cybermodernité. Nous sommes tous cybermodernes aujourd'hui. C'est cool, tout cybermoderne. Donc finalement, pour résumer, c'est vive l'esprit communautaire ou ouvert sur l'autre, si je suis votre concept. Vive l'esprit quand il y a de l'affectif qui circule et pas simplement de l'effectif, c'est-à-dire quand c'est pas des robots qui sont mais quand ce sont des êtres humains avec des émotions et puis le plaisir de se mélanger. Voilà, puis on se méfie quand même malgré tout des arnaques du business, du partage et du faux tous ensemble. Bien sûr. Voilà, merci beaucoup Vincent Cespedes pour cette petite philo de l'été. On se retrouve samedi prochain à la même heure sur Sud Radio et on parlera des selfies. Vous savez, toutes ces perches à selfies qui vous agacent. Non, ça veut dire quoi? Ce que les selfies disent de nous, de nos égos et surtout de nos besoins d'être vus et visibles. Vous laissez bien sûr vos commentaires ou vos selfies d'ailleurs sur notre compte Twitter.